d'abord, je voulais juste me présenter. Donc, je suis François Colobert. Je travaille chez CenturyLink depuis 2 ans et demi, où j'ai la chance d'occuper la fonction de directeur commercial pour la ligne de produits CDN. Et à ce titre-là, je déploie une équipe qui va de Stockholm jusqu'à Madrid et de Londres jusqu'à Moscou environ. Mon boulot est d'apporter du support commercial en tant qu'expert aux commerciaux qui sont sur le terrain, leur apporter l'expertise commerciale et l'expertise technique aussi, pour essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionne, comment s'adresser à nos prospects et à nos clients existants, pour faire en sorte qu'ils bénéficient, j'allais dire, du produit le mieux configuré. Avant ça, j'ai travaillé longtemps dans le secteur du software, chez Microsoft, chez TF1, où j'ai participé à la création de ITF1 et j'ai créé une société qui s'appelait Watt.tv. C'était une plateforme de vidéo sociale. Et j'ai rejoint il y a une dizaine d'années le monde, l'autre côté du décor, en travaillant chez Akamai pendant 8 ans. Et j'ai rejoint donc il y a 2 ans et demi CenturyLink, qui s'appelait à l'époque Level 3. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que je suis à peu près sûr que vous ne connaissez pas très bien le nom CenturyLink, non? Qui connaît dans la salle? Levez la main. D'accord, bah vous allez Alors, mieux connaître. C'est pas Century 21, hein, c'est CenturyLink. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une blague un peu bizarre, mais c'est une réflexion que je me suis faite quand j'ai rejoint, donc à l'époque ça s'appelait Level 3, et ensuite quand Level 3 et CenturyLink ont fusionné. Puisque naturellement cette marque est absolument inconnue en Europe. À quelques exceptions près, on reconnaît parfois le logo qui est arc-en-ciel et en cercle. Et pourtant, sachez que CenturyLink, c'est une société qui existe depuis 1930, qui compte 50 000 employés à travers le monde et qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards de dollars et qui est présent dans plus de 60 pays. Et le résultat de la fusion entre Level 3 et CenturyLink était essentiellement une société très centrée sur l'Amérique, avec même une activité B2C d'opérateurs télécoms classiques au départ. Et en fusionnant avec Level 3, ils sont, entre guillemets, la nouvelle entité devenue mondiale, globale. À ce titre-là, CenturyLink déploie, j'allais dire, des activités classiques d'opérateurs télécoms. On aime bien se présenter, mais moi je ne le ferai pas de cette façon, mais comme un gros opérateur, une grosse boîte américaine, je dirais. Mais ce qui n'est plus le cas, puisque maintenant c'est une grosse boîte mondiale qui possède l'infrastructure la plus importante en termes de réseau, puisqu'on parle de 750 000 km de fibres à travers le monde. Alors ça, c'est la façon telco de le présenter. Et la façon moi, que j'emprunterais, c'était plutôt de dire qu'on offre des services aux entreprises, qui soient de la connectivité, de la solution cloud et de la sécurité. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi de la performance. Comment donner de la performance aux sites web, aux applications web, qui ont besoin, par définition, d'avoir de la disponibilité. On en parlait en aparté tout à l'heure, en se disant qu'aujourd'hui, si on n'utilise pas un CDN et qu'on veut nécessairement s'adresser à un public large, ou alors qu'on veut gérer des pics de trafic, sincèrement, bon courage. Hein, ça ne marche pas, quoi, puisque le réseau Internet, comme vous le savez, ce n'est pas un réseau, c'est 13 000 réseaux différents à travers le monde, répartis en 3 catégories, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Et à la fin, c'est géré par des protocoles très anciens, le TCP. Je pense que dans l'assistance, vous connaissez le principe, qui est un protocole assez ancien et très bavard, puisqu'il réclame toujours un acknowledgement. Ça veut dire qu'on encombre les réseaux avec plein de requêtes. Donc si on n'a pas de CDN, enfin, je résume grossièrement, mais si on n'a pas de CDN et si on n'a pas de plateforme hybride ou publique, il est à peu près sûr que lorsque vous avez une forte influence ou des contenus lourds ou de la vidéo ou un principe de, par exemple, là on parlera probablement de vente, de pic de vente, ça ne marche pas. Donc nous, on est là aujourd'hui pour simplifier la vie de nos clients et faire en sorte que leur démarche commerciale ou leur vente événementielle fonctionne. Et voilà, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Tout à l'heure dans le cadre de la table ronde. Ouais. On va effectivement échanger dans le cadre de cette table ronde tous les trois sur les bonnes pratiques pour garantir la performance d'un site web. Effectivement, alors peut-être vous vous êtes présenté. François, un petit mot de Paul Chopin, un petit mot de présentation, votre job et votre entreprise. Bonjour, donc Paul, je travaille chez Groupon depuis 8 ans. Groupon, vous vous en souvenez, hein, on a été lancé il y a 10 ans, on existe encore, on nous a beaucoup challengé au début de notre histoire. On a continué l'aventure, je m'occupe de la communication corporate et du business développement, donc sur la partie IT, c'est pas vraiment mon sujet. En revanche, sur tout l'impact de la communication, des pics de trafic, etc., c'est des choses que j'ai pu vivre dans cette carrière chez Groupon ou dans d'autres carrières, par exemple chez eBay, où c'était un vrai sujet.
D'accord. Vincent Verscheld, je l'ai bien prononcé? Tout à fait. Verscheld. C'est Li- belge. C'est belge. Leader IT de chez Pinky. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre périmètre fonctionnel et présenter Pinky? Alors, Pimki, on est aussi normalement connu, les vêtements pour jeunes femmes. On est présent dans 27 pays dans le monde. On a quelques années, on n'est pas de 1930, mais 1971. Forcément bercé dans un marché hyper concurrentiel, extrêmement chahuté que peut-être le retail textile, encore plus féminin. Moi, ça fait 4 ans que j'y travaille. J'ai toujours travaillé dans le retail, du Beau Manoir, du Célio, du Tape à l'œil, de l'Etam et de l'Okaidi. Moi, je m'occupe de l'IT. Alors, IT et organisation, on a en charge en fait la mise en place de tous les systèmes qui permettent le bon fonctionnement de l'entreprise et qui permettent de se développer. Le e-commerce, forcément, la transformation digitale est hyper importante, surtout sur des entreprises qui sont très vieilles. On était à l'époque des AS400 pour ceux qui connaissent. Donc c'est un énorme challenge parce que le ralentissement du trafic du marché dans nos magasins physiques, on doit forcément le compenser avec le digital. Et si le digital ne suit pas, Avec une expérience opérationnelle, une excellence opérationnelle sur le digital pour être dans la course à la compétition. Alors justement, sur vos grands sujets IT du moment, chez Pinky, chez Groupon, et vous François, de votre point de vue d'expert multimarque, quels sont pour vous les grands sujets du moment en IT? Alors, de notre côté, c'est l'omnicanalité. On doit faire un maillage entre des magasins qui sont en difficulté, le e-commerce qui progresse mais qui ne progresse pas assez. Donc le vrai levier aujourd'hui, c'est l'omnicanalité. Et l'omnicanalité, pour un peu résumer, c'est le web dans nos magasins. Donc on a des magasins partout dans le monde, toujours dans des soucis de performance. Que vous soyez chez vous sur votre smartphone ou dans les magasins, le degré de performance, il est effectivement le même. Nous, on travaille énormément sur la digitalisation de la supply chain pour le e-commerce. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont répartis partout dans le monde, chez nos fournisseurs, dans des camions, dans des bateaux, dans des entrepôts, dans des réserves, dans des vitrines. Et on veut, au travers du e-commerce, proposer l'ensemble de ces produits à l'ensemble de nos clients. Donc ça veut dire qu'on va commencer à croiser au maximum et permettre à la cliente d'acheter n'importe quel produit, même si elle est à Milan, si le produit qu'il lui faut, il est à Brest en vitrine, et on va lui envoyer depuis Brest en vitrine. Voilà. Et de proposer de plus en plus de services pour que, tenir compte des sollicitations, des préoccupations des clientes. Nous aujourd'hui, on est effectivement beaucoup sur l'environnement, et c'est là où nous on peut essayer de se différencier de mastodontes comme Amazon, comme les autres. Où vous commandez un produit, vous le livrez dans 1 heure, mais dans 1 heure, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse parce que vous êtes au boulot et que vous en avez peut-être besoin dans 2 semaines. Donc l'évolution de la digitalisation de la supply, c'est peut-être vous dire vous avez peut-être besoin d'une robe, mais vous en avez peut-être besoin dans 15 jours. On va peut-être vous proposer, avec un impact environnemental plus faible, de vous le faire livrer samedi ou samedi prochain. Voilà, on va de responsabiliser vos clientes finalement, exactement, quelque part, de les intégrer dans le choix qu'on leur propose. Donc ça, c'est le premier gros chantier. Le deuxième gros chantier, c'est aller chercher l'efficacité. Et l'efficacité, quand on est dans un marché en difficulté, on le fait avec nos amis. Et nos amis, pour Pinky, on fait partie de l'association Famille Mullier. C'est une entité qui s'appelle Fashion Cube, qui est une alliance en fait des marques qui sont sur les mêmes fonctionnements que nous, avec les mêmes actionnariats. Donc on va y retrouver Tape à l'œil, on va y retrouver Rouge-Gorge pour la lingerie, Grain de Malice pour les vêtements femmes un peu plus mûrs, on va y retrouver Jules, Brice, Bisbee et Orsay en Allemagne. Même fonctionnement, on n'est pas concurrents et en fait on va aller chercher des synergies opérationnelles. Les mêmes bureaux de sourcing, les mêmes transports, on va acheter nos produits ensemble. Le sourcing. Voilà, on a un maillage magasin qui est énorme et donc on va essayer de faire profiter de plus de services via cette synergies, d'accord. Fashion Cube, ok. Paul, un petit mot des gros sujets IT du moment chez Groupon. Oui, qui est client Groupon, juste pour ou qui l'a été et qui ne l'est plus? Voilà, c'est ça le gros sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été clients et qui se sont un peu perdus
soit parce qu'on leur a envoyé un peu trop de mails, soit parce qu'on n'a pas livré les produits à temps. Aujourd'hui, tout va bien, on gère tout ça bien. Donc aujourd'hui, c'est l'expérience client et l'expérience partenaire. On a un gros challenge, on est dans 15 pays. On travaille avec tout type de partenaires qui vont faire des opérations sur Groupon, un restaurateur dans la rue, des chaînes de restaurants, des sites e-commerce, des voyagistes. Donc il faut que l'expérience pour les professionnels se passe extrêmement bien quand l'opération est lancée et pour les clients de la même façon. Donc ça, c'est vraiment un des gros chantiers, c'est d'aligner tous nos process et toute l'expérience client dans les 15 pays Groupon et particulièrement sur le mobile, mais ça c'est assez logique. Et on y reviendra parce que c'est un gros sujet. On a des sujets aussi sur. On est une marketplace sur l'intégration de catalogues de vendeurs autres que Groupon. On a annoncé un partenariat avec Ingresso dans la billetterie. On travaille avec Viator sur des offres de loisirs. L'idée, c'est de remplir la promesse qu'on fait à nos clients. Vous trouverez toujours l'offre la plus intéressante sur nos pages pour qu'ils reviennent tous les jours. Parfois, nos commerciaux n'ont pas signé soit Disneyland, et là, on va les avoir grâce à Viator ou grâce à d'autres offres. Cette intégration, ça paraît tout simple comme ça, mais dès qu'on rajoute des logiques de réservation, de flux de réservation dans des restaurants, etc., ça devient beaucoup plus technique. Donc, c'est l'outil de réservation qui est un vrai sujet. Et aux US, on a un sujet sur la suppression du voucher, parce qu'il faut toujours présenter un coupon, et donc avec la partie cashback et paiement, et voir comment on peut intégrer ça. On reviendra sur le mobile parce que je crois que vous avez 80% de votre trafic sur mobile. On sait 80% de l'activité de Groupon qui est sur mobile, c'est 200 millions de téléchargements dans le monde. D'accord. Voilà, donc le mobile c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on demande à tout le monde sur la manière dont vous faites pour piloter effectivement les performances sur mobile. François, peut-être un mot vous de votre point de vue un petit peu de vigie puisque vous êtes multisectoriel de par les acteurs que vous adressez avec CenturyLink. Quels sont pour vous les gros sujets IT du moment chez vos clients ? Alors, il y a quelque chose qui revient toujours systématiquement, qui est le cloud. Alors le cloud, on y met beaucoup de choses, l'hybrid cloud ou ce genre de choses, mais on voit que c'est la transformation numérique et le but de s'adresser à des multicanaux, c'est quelque chose qui revient partout systématiquement dans toutes les activités et toutes les verticales auxquelles on s'adresse. Donc c'est vraiment le sujet actuel. C'est comment faire en sorte qu'une entreprise... Alors c'est exactement bien décrit comme tu l'as fait tout à l'heure en disant que ça touche l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur, c'est comment faire en sorte que le client soit satisfait, qu'il ait la même expérience, quel que soit, j'allais dire, le lieu où il est, le device, le réseau. Et tous ces facteurs doivent faire en sorte que le client final soit, comme on dit, le plus satisfait possible. C'est une notion très importante chez CenturyLink, où on a la vocation, nous, aujourd'hui, à faciliter la vie de nos clients et la vie des clients de nos clients. Donc c'est vraiment le sujet qui est au cœur de toute notre activité. C'est aussi un sujet interne, d'ailleurs. Comment assurer une transformation numérique majeure, une révolution j'allais dire numérique à l'intérieur d'une entreprise comme la nôtre. D'accord. Vous nous donnerez quelques pistes tout à l'heure. Très bien. Alors justement, si on rentre un petit peu en granularité dans la problématique, vous nous avez donné un peu la photo globale de vos gros sujets actuels. Rentrons plus dans le détail sur la manière de piloter les performances des sites et des apps que vous dirigez. Quelles sont finalement, de quelle manière vous procédez pour piloter ces performances sites et apps ? Peut-être Paul, parce que juste sur tu passes en deuxième sur le mobile, mais parce que toi le sujet c'est vraiment le mobile. Oui, alors moi non, mais les centaines d'ingénieurs qu'on a un peu partout dans le monde, donc principalement aux US, entre Palo Alto et Seattle, on a quelques équipes à Bangalore aussi, ils pilotent l'ensemble et particulièrement l'application depuis les US, dans 15 pays, etc. Donc Martine m'a demandé de m'enseigner un peu sur les chiffres. Malheureusement, c'est une donnée qu'on ne communique pas. En revanche, je suis allé sur la page qui est ouverte sur les jobs qui sont ouverts dans ces différents pays. On a 400 jobs offerts dans la partie développement, donc je pense qu'il y a du travail sur cette partie-là. Notre site... je recrute si jamais, mais c'est à Bangalore ou à Seattle si jamais ça dit. Il y a un peu de prime de cooptation, surtout sur ces postes-là, donc je serais ravi. Non, c'est un vrai sujet. Moi, je viens pas du tout de la technique. Et étonnamment, chez Groupon, au début, on était sous la plateforme CityDeal et on avait des plateformes dédiées à chaque pays. On a migré sur la plateforme américaine il y a 3 ans et l'air de rien, ça simplifie la vie. Sur des gros sujets structurants, on parlait de RGPD. Je me suis dit, RGPD, les Américains, ils vont pas du tout aimer, ça va mal se déployer.
Techniquement, ça allait puisque c'était un sujet européen, qu'ils étaient obligés de le faire et qu'il fallait le faire pour tout le monde. Et là, ça a déroulé extrêmement bien. Donc, la puissance d'avoir une gestion centralisée des États-Unis peut être très utile. Après, sur la performance du site, on fait de la vente événementielle, comme vous l'avez compris. Ça peut être plusieurs centaines de milliers de ventes à la journée. Ça peut avoir des gros pics avec des impacts médias. On n'est jamais tombé, le site a toujours tenu. C'est ce qu'on vend aussi à nos partenaires, hein, qu'on assure cette partie technique pour eux. C'est jusqu'à combien de deals par jour sur on a 60 000 deals live sur la partie locale. Je vous enlève toute la partie produits et voyages. Voilà, donc on a de l'offre en ligne. Et on a des offres comme Flunch, où c'est des offres à 1 euro qui vont partir très vite. 1 euro, moins 50% sur votre addition, je vous le conseille. Et ou bien des offres, par exemple, avec Guy Savoie dans un restaurant 3 étoiles, où là, on est plutôt autour de 1 vente ou 2 ventes par semaine. Donc forcément, les pics sont difficilement prévisibles. Et le site est quasiment tout le temps en pic. On a tendance à dire qu'on est en flux tendu. On parlait des émissions de télé qui peuvent avoir un impact. Je viens d'eBay. Chez eBay, dans ma carrière, on a eu un capital qui a parlé d'eBay. Il y a eu un pic de trafic absolument phénoménal et pendant 4 ans, il fallait qu'on explique à tout le monde le pic capital, qu'est-ce que c'est, etc. C'est devenu un cas d'école. Chez Groupon, on est passé sur capital, ils n'ont pas été tendres, mais ce n'est pas vraiment la question. Et on s'attendait à avoir un pic de trafic. Eh bien, rien n'a bougé. Parce qu'on est quasiment en pic en permanence et on active en permanence notre base. Vous vous rappelez de notre modèle, on envoie des newsletters, on a 17 millions de membres inscrits. On envoie 1 ou 2 ou 3 newsletters par jour à nos membres inscrits. Voilà, on génère du volume. Et après, il y a tout ce qu'on peut faire. Et un contenu phénoménal, puisqu'un deal, c'est composé d'une photo, d'un texte. Exactement. Les deals, c'est à chaque fois plusieurs photos, des vidéos, du texte, des liens, etc. Donc, il est toujours en dynamique, puisqu'un deal, si jamais il marche bien, c'est des deals qui s'envolent, on va les surexposer, etc. Donc, c'est un vrai challenge. Et aujourd'hui, d'un point de vue technique, pour le coup, je suis assez content d'avoir cette équipe américaine plutôt que les différentes équipes qu'on a pu avoir par le passé qui étaient un peu partout et qui étaient un peu plus dures de maîtriser. D'accord, très clair. Vincent, comment au sein de Pinky vous faites pour piloter les performances de vos sites? Est-ce que vous pouvez partager quelques bonnes pratiques? Alors, j'enfonce tout de suite la porte ouverte, la performance c'est crucial. De plus en plus, on le voit, les consommateurs ne veulent pas attendre. Que ce soit sur les magasins ou sur les sites, je suis le premier concerné, je charge un site sur mon mobile, si ça ne s'affiche pas à la vitesse de l'éclair, je switch, je change. Dans des contextes... Et cette vitesse de l'éclair se réduit comme peau de chagrin. Et voilà, ça se réduit autant dans les magasins, ça, on en parlera tout à l'heure sur la mobilité, mais sur les sites e-commerce, c'est essentiel. Et donc, c'est limite le nerf de la guerre. Nous aussi sur le retail, on a moins de vidéos certes, mais par contre il faut que les photos soient de plus en plus grandes. Quand vous allez sur les sites maintenant de mode, il y a 2 photos. Avant il y avait 12 photos un peu à l'Amazon, mais maintenant sur les sites de mode plutôt c'est 2 photos énormes. Et quand on charge une page, il y a la photo devant, dessus, à côté, en zoom, avec la couleur, le col. Donc voilà, on a énormément de données à ça consomme afficher, beaucoup ça de consomme data. beaucoup. Et alors nous, la façon dont on a traité la performance, déjà c'est d'aller chercher un acteur puissant. Quand on a commencé le e-commerce, il y a malheureusement pas longtemps, on avait un acteur local sur le nord de la France, avec lequel on passait notre temps à surveiller les performances, parce que dès qu'on avait un pic, on en parlera après, les systèmes souffraient, on voyait le nombre de commandes tomber, c'était très inquiet. Donc la première étape, c'était de se dire, si on veut peser sur le e-commerce, fiabiliser l'infra. Si on veut peser, il faut prendre du lourd. Donc on a travaillé un acteur beaucoup plus puissant, et ces problématiques de performance ne sont plus. Néanmoins, ce que l'on fait, c'est qu'on a un système de surveillance continue. C'est-à-dire qu'on teste nos sites toutes les 5 minutes, partout dans le monde. Alors, majoritairement en Europe, mais un peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on a des sondes partout dans les pays, dans chaque région, qui testent les sites, français, italiens, etc. Qui vont tester un système d'alerting s'il y a un problème. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des normes, il faut que la homepage s'affiche intégralement dans un certain délai, sinon c'est alerté. Il faut que quand je tape pantalon, alors déjà on vérifie que c'est des pantalons qui s'affichent, mais voilà, que ça répond rapidement. Que quand je suis dans un tunnel de commande, le passage entre la confirmation, la livraison jusqu'à l'opération de paiement se rentre dans un cadre. Et en fait, à chaque fois qu'on dépasse un délai, on est averti, que ce soit les équipes techniques, que ce soit nos partenaires, pour voir un peu où est l'impact, qu'est-ce qui bloque et corriger rapidement.
Donc, c'est essentiel. On a une plateforme puissante, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas surveiller. D'accord, très clair. François Collobert, bonne pratique pour optimiser la performance des suites et la piloter surtout. Alors déjà, la performance, c'est vraiment notre job à nous, hein. C'est vraiment sur ça qu'on met un accent particulier. Alors la performance, elle tient il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'un site va être performant. On parlait d'architecture, de l'origine, de faire en sorte que cette origine soit suffisamment bien dimensionnée. Alors, je pense que dimensionner une architecture pour être en pic tout le temps, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a effectivement des choses à faire sur ce sujet-là. Ensuite, il y a tout ce qui est back-end, front-end aussi. Le développement, c'est une chose extrêmement importante. Moi, j'ai été développeur longtemps. Je sais que par paresse, parfois on copie-colle des codes et on regarde les trucs. Il suffit parfois qu'on fasse des erreurs de codage et là la performance est affectée terriblement. Et donc ça veut dire ça. Ça veut dire naturellement l'origine, toute la chaîne de fabrication, du CMS jusqu'au delivery. Et nous, chez CenturyLink, c'est vraiment là où on a une valeur ajoutée forte, c'est-à-dire qu'on est actif sur tous ces secteurs, que ce soit la colocation, que ce soit la connectivité et naturellement le delivery au travers du Content Delivery Network. Et la performance, nous on la monitor 24/7 naturellement avec une équipe dédiée qui fait en sorte de, selon les marques, comment on dit déjà, les indicateurs précis fournis par les clients, de faire en sorte que si par exemple le taux de chargement d'une page dépasse 2 secondes, c'est un red flag qui s'allume direct chez nous, quoi. Puisqu'on sait, selon certains secteurs, au bout de 2 secondes, il y a pas mal d'utilisateurs qui partent, quoi. Et le taux d'abandon, il est croissant. Je crois que lorsqu'on dépasse 3 secondes, c'est 80% d'abandon maintenant. Lorsqu'il y a 5 ou 6 ans, c'était plus faible. Ce qui était acceptable hier ne l'est plus forcément plus, aujourd'hui. De la même façon, comme on le soulignait, vous le soulignez tout à l'heure, il y a de plus en plus d'objets lourds, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, et de multiples objets aussi qui sollicitent beaucoup la plateforme. Et encore une fois, si on n'a pas de CDN, le CDN va permettre de cacher les objets au plus proche des utilisateurs, ça c'est la première fonction. La deuxième fonction aussi, c'est de soulager l'architecture à l'origine en faisant en sorte qu'on sollicite beaucoup moins en termes de nombre de requêtes. Il y a ces deux facteurs qui sont prépondérants pour assurer la performance. Ça veut dire que, moi je connais pas tout du CDN, quand on a un CDN, ça veut dire que vous pouvez assurer à un acteur d'avoir un temps de réponse de temps. Vous engagez sur une performance ou On peut avoir des SLA spécifiques, j'allais dire tout à fait sur mesure pour certains clients. En général, on applique des SLA j'allais dire plus génériques, mais on peut naturellement travailler avec un client s'il a vraiment des besoins tout à fait spécifiques de temps de réponse, de taux d'offload, comme je le disais tout à l'heure, et naturellement de performance, c'est-à-dire combien de fois est plus rapide le site avec le CDN que sans le CDN, par exemple. Ça fait partie effectivement des critères sur lesquels on travaille. Mais on peut être encore plus précis, plus fin. Ouais. D'accord, on peut évaluer tout de suite le gain par rapport à ce delta. Ouais, ça se calcule, hein. Je pense que vous pourrez probablement avoir des données. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez les communiquer, mais si vous avez des clients qui attendent un certain nombre de temps, j'allais dire, la division est facile à faire, quoi, en gros. Hein. Si vous avez 100 000 personnes qui attendent plus de 2 secondes, donc il y en a 50 000 qui partent, et ensuite, avec le panier moyen, le calcul est fait. Alors, on parle de manque à gagner majeur, quoi. Et puis de potentiel bad buzz, puisque c'est directement ça, si on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est directement dire le site de machin, il est extrêmement lent, quoi, il ne faut pas y aller. Et c'est vraiment systématique maintenant. Hein. Absolument. Alors, autre sujet lié au précédent, hein, on en a parlé de la manière de piloter la performance du site, mais alors les pics de trafic là-dedans, parce que bon, on n'a pas toujours Capital qui vient parler de nous. Il y a aussi des clients qui achètent des produits à Noël, au Black Friday, etc. Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers pour ces moments-là, et est-ce que vous pouvez les partager avec nous ? Alors, oui, des pics de trafic, forcément, on en a. Là, on est en plein dedans, puisqu'on est en plein démarrage de solde. La date a été particulièrement bien choisie pour cet afterwork. Non, mais c'est aussi une facilité, comme je l'avais dit juste avant, d'avoir une plateforme puissante et d'avoir des acteurs de type CDN qui sont indispensables, parce que quand on a un pic de trafic, on se dit, mince, si notre chiffre, parce qu'un pic de trafic, c'est un potentiel chiffre d'affaires énorme. Si les gens s'en vont parce que la photo se met du temps à charger, non, c'est pas le cas. Il faut absolument que ça délivre. Alors forcément, les pics de trafic, on les connaît à l'avance, on les sécurise, alors parce qu'avec nos partenaires, on se renforce, on vérifie notre infrastructure. C'est encore une fois beaucoup de surveillance. Mais comme chez Groupon,
nous n'avons pas de problème de pic de Mhm. trafic. En tout cas, nous n'en C'est avons ça, pas. c'est un non-problème aujourd'hui. Voilà, c'est un non-problème. D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce sujet du pic de trafic? Bon, moi, je faisais les relations presse, donc j'étais toujours très fier quand on passait à la télé d'avoir des pics de trafic dans mes autres boîtes. Chez Groupon, je ne sers pas à grand-chose, donc voilà, il n'y a pas de pic. Nous, la grosse période, c'est quand même décembre, Black Friday, tous ces événements, forcément, on les prépare. Là aussi, c'est des événements qui sont devenus européens, c'est des événements qui sont prévisibles dans le temps. Bien sûr que c'est piloté. Je me souviens juste, moi, il y a 10 ans, quand j'étais chez eBay, je me souvenais de la salle de pilotage de la performance de tous les sites, etc. C'était 10 personnes, 24-24, avec une salle ronde, avec tous les écrans de toute la Terre, de toute la performance. Et au même moment, C'était la NASA, quoi. ouais, on avait mis en place un système de ticketing pour les problèmes informatiques du quotidien. Et notre DG a mis un ticket 5 parce que son ordinateur démarrait pas, il s'est un peu énervé. Ça voulait juste dire qu'un pays était tombé, etc. Donc il a réveillé à peu près 30 personnes aux US qui sont... voilà, donc on a appris à utiliser les systèmes de ticketing un peu plus différemment. Merci pour le Non, partage d'anecdotes. J'ajouterais qu'au niveau IT, c'est vrai que c'est hyper important d'être très proche du métier et beaucoup du développement marketing parce que, alors ok, Black Friday, c'est des énormes pics de trafic, mais il peut très bien y avoir une opération commerciale qui lance parce que c'est la Saint-Valentin, parce prix que c'est la cassé, journée de la une femme, super voilà, offre. une crazy night, des happy hour, quelque chose qui fait que c'est peut-être pas grand-chose, mais avoir cette information, ça nous permet simplement de pouvoir réagir extrêmement rapidement et d'accompagner le métier pour qu'ils se disent on a notre crazy night ou notre happy hour a fonctionné ou elle n'a pas fonctionné. Mais ne jamais pouvoir dire elle n'a pas fonctionné parce que Pour des mauvaises raisons. nos plateformes n'ont pas été performantes. Très très clair. François, peut-être un mot à ajouter? Ouais, sur la gestion de pic de trafic, on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui est essentiel là-dedans. C'est en utilisant un CDN comme le nôtre, c'est la possibilité comme on le disait tout à l'heure, ça peut être prévisible comme ça ne peut ne pas être prévisible. Et en l'occurrence, l'utilisation d'un CDN, c'est faire en sorte que la plateforme est scalable. Comment on dit en français scalable, voilà, parce que je ne sais plus. On jargonne tellement, scalable. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut accueillir n'importe quel type de trafic régulièrement. C'est plus un sujet en fait. Ouais, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet pour Vous, nos ce que vous clients. disiez, c'est trafic constant finalement. En fait, nous, on n'a pas trouvé les limites, j'espère qu'on ne les trouvera pas, de capacité de notre plateforme à ce jour. Donc on a régulièrement plusieurs terabits par seconde. Pour ceux qui sont moins techniciens, ça veut dire plusieurs millions de personnes qui se connectent à un moment donné. D'accord, Donc, en même temps en même et temps, rien ne bouge. Rien ne bouge, heureusement. Parfait, très bien. On va peut-être parler du sujet mobile. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est un vrai sujet pour tout le monde, le mobile. Aujourd'hui, les consommateurs switchent sur ce device de plus en plus. Et alors, on a parlé beaucoup des performances des sites, mais qu'en est-il des performances sur le mobile? Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation? Vincent, peut-être pour commencer. Non, c'est parti. Alors le mobile, effectivement, près de 60% du trafic e-com se fait sur le mobile. Pareil, donc déjà, nous, je pense que c'est principalement la même chose, c'est que forcément, site responsive, voilà, il faut absolument garantir au niveau des clients les mêmes fonctionnalités, les mêmes services, que ce soit mobile, desktop ou en magasin. Chez Pimki et d'ailleurs chez Fashion Cube, puisqu'on travaille ensemble, il y a un énorme chantier mobile dans le magasin. Parce que petit magasin, parce que des fois pas tous les produits, et le mobile en magasin, c'est la meilleure façon de proposer des produits qui ne sont pas présents dans le magasin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours dans un esprit de performance, même si c'est pas du coup la performance e-commerce, c'est que en magasin, si vous voulez prendre un produit, qu'arrivé à la caisse, il y a 25 personnes, vous posez le produit et vous partez. Donc le mobile permet de sortir de la caisse tous ces irritants. Nous, on dit souvent que dans nos processus, le client ou la cliente qui va à la caisse, après, elle s'en va. C'est logique. Dans le magasin, j'essaye, caisse, c'est après caisse, je pars. Donc si parce que j'ai une question de stock, j'ai une question de mon colis, j'ai une question d'un produit, j'ai une question de n'importe quoi, on est obligé de m'emmener en caisse pour y répondre, après, je m'en vais. Donc il faut absolument sortir tous ces éléments de la caisse pour être avec la cliente, proche du produit et l'accompagner. Et pour ça reste un device comme un autre, il faut toujours de la haute performance. C'est beau être... Vous avez la même méthodo finalement que on sur a exactement la même méthodo. On a d'autres contraintes puisque nous sommes parfois dans des centres commerciaux, sous-sol, il n'y a pas forcément la 4G, donc on est dépendant du réseau Wi-Fi.
Voilà, il y a une autre criticité qui est l'infrastructure, qui est notre infrastructure ou l'infrastructure des centres commerciaux, quand c'est le cas des centres commerciaux. Mais une vendeuse, elle a exactement la même problématique que n'importe qui, que moi, que vous. Il faut que ça s'affiche, sinon ça m'énerve et je vais le ranger dans mon truc et on perd des ventes. Donc, Les consommateurs sont peut-être encore un petit peu plus indulgents sur mobile que sur le web, non, ou pas trop. pas forcément. Bon, de toute façon, ça changera très vite. Mais... D'accord. Après, donc forcément, un des gros chantiers, c'est forcément apporter le paiement, sortir le paiement, donc pouvoir faciliter. Et le dernier aspect au niveau mobile, c'est plus sur les applications mobiles. Actuellement, si vous téléchargez l'application Pimki sur les stores, c'est une application e-commerce. Avec un peu plus de fonctionnalités, ça fait du push notification, c'est très bien. On observe et on a envie de transformer cette utilisation d'app mobile en magasin étendu. C'est-à-dire que c'est un outil qui vous apporte d'autres services quand vous êtes du magasin. On va essayer un peu de croiser les canaux et de croiser les marques, puisqu'on travaille Fashion Cube, pour pouvoir apporter de nouveaux services. Et c'est ça notre enjeu aujourd'hui sur le mobile. Encore une fois, avec de la haute performance, si vous arrivez dans un magasin et qu'on vous propose avec votre mobile, en flashant, je sais pas, un QR code, de transformer votre mobile en caisse, en point d'encaissement, que vous soyez autonome, si à chaque fois que vous scannez un produit, ça met 3 secondes, 4 secondes à répondre, c'est no way, c'est pas possible. On va vite ranger le téléphone, on va repasser à l'ancienne. Et on a tout perdu. Ok, parfait. Qui veut ajouter quelque chose sur ce sujet ? Sur le mobile, vous l'avez compris, nous c'est stratégique, surtout sur les offres locales. Les gens utilisaient leur mobile pour présenter leurs coupons. Moi j'étais là au lancement de l'application qui est arrivée en 2012. Voilà, l'application est lancée et petit à petit elle a pris des parts de marché. Aujourd'hui, une fois de plus, c'est 70% de notre trafic et 70% du business mondial de Groupon qui est sur l'application mobile. Aujourd'hui, l'application est centrale chez nous. On est passé de 55 sites, parce on avait fait une énorme croissance, à 15. C'était aussi pour alléger la partie technique, puisqu'on avait des sites en Suisse où il faut gérer en 3 langues, etc. Il y a eu une décision stratégique il y a 3 ans de réduire la voilure en termes de pays et d'énormément miser sur le mobile. Et l'application est aujourd'hui vraiment la clé et le cœur du réacteur de Groupon. Au point où on demande aux salariés en onboarding, quand c'est la première chose qu'ils doivent faire, c'est télécharger l'application. La deuxième, c'est de ne plus regarder leur ordinateur et regarder que sur l'application. Et voilà, et on leur demande toujours d'être mobile first comme nos clients. Et on a une application qui nous permet de tester en temps réel toutes les évolutions qui sont faites sur l'application Groupon. C'est Groupon 4, c'est notre nom interne, qui permet, tous les salariés peuvent y accéder. Et en gros, dès qu'on voit un bug, on secoue son téléphone, ça prend un screenshot, on envoie un petit commentaire et on envoie. Ça part directement chez les bons devs au bon endroit qui sont à Bangalore ou aux États-Unis. Si jamais le bug était important ou l'erreur était importante, vous êtes récompensé en crédit Groupon. D'accord. Mais c'est fascinant. En Italie, ils adorent, donc ils passent leur vie sur l'application. Et c'est génial parce que les salariés voient en temps réel l'application vivre, ils peuvent faire leurs achats, et en revanche, on peut en plus remonter un problème de traduction, un bouton qui marche pas, une amélioration, et on a un système. C'est une bonne pratique, ça à partager, parce qu'effectivement, impliquer les collaborateurs dans la performance, c'est pas extrêmement répandu. Non, mais là c'est surtout sur le design et l'ergonomie, mais ça permet vraiment de remonter, et je pense que c'est assez efficace parce que on a des produits, on a des services ultra locaux, et donc forcément la réaction de quelqu'un à une demande ou une photo, parfois c'est des commentaires qui vont remonter par nos utilisateurs. Très bien, très intéressant. J'avais un dernier point sur le mobile. On travaille avec des restaurateurs ou des commerçants de proximité. Il y a 10 ans, ils n'étaient pas connectés à Internet. Le mobile, ça nous a un peu sauvé la vie. Donc on a une application, nous, qui est accessible aux partenaires pour tout ce qui est scannage des coupons, vérification que ce ne soit pas des coupons qui ont déjà été utilisés, etc. Parce qu'au début, ils nous disaient, moi j'ai pas d'ordinateur, je ne peux pas aller me connecter. On leur a dit, vous avez un mobile. Voilà, donc ça va. Et aujourd'hui, de temps en temps dans les restaurants, c'est même la serveuse qui va avoir l'application pour checker les coupons. Voilà, c'est pas trop intrusif et ça leur permet vraiment d'améliorer leur quotidien et de gérer toute la partie back-office avec notre service. Intéressant. François, un petit mot pour compléter ? Ouais, juste en deux mots. Nous, ce qu'on constate chez la plupart de nos clients, c'est que l'influence du mobile est aujourd'hui, naturellement, on en a parlé, extrêmement puissante et forte, avec un développement presque exponentiel. On passe de 50 à 80, voire 90%
chez certains clients et certains pays où on voit le laptop disparaître, quoi. On voit plus de connexion comme ça. Lorsqu'on parle de connexion, enfin de mobile, il faut aussi parler de device, enfin de périphérique, je dirais, et de type de connexion, parce qu'on n'aura pas du tout la même expérience selon qu'on est en Wi-Fi public, Wi-Fi privé, 3G, 4G, ou sur un appareil un peu ancien. Et ce qu'on constate de plus en plus aussi, c'est pas seulement un outil, et ça c'est très très bien vu pour le retail, c'est un instrument de consultation, d'information. C'est un vrai compagnon multimédia et c'est de plus en plus aussi un outil de paiement. Et là, la sécurité, c'est une chose essentielle aussi. Faire en sorte qu'on puisse assurer non seulement aux clients, mais aux clients de nos clients, la meilleure expérience dans un environnement le plus sûr possible. D'accord. C'est- Très bien. Il y avait un sujet, je crois, qui vous est cher à tous également, c'est l'international et c'est l'uniformisation de l'expérience, justement, de délivrer la même qualité sur un site en France, en Italie, en Espagne, et de pouvoir garantir cette uniformisation de la performance multisite. Comment vous gérez ça chez Pinky, on le sait pas forcément, mais qui est un groupe très international. Comment vous abordez ce sujet-là ? C'est vrai, on est à plus de 50%, plus de 55% de notre chiffre à l'international aujourd'hui. C'est un énorme levier que nous activons pour la croissance, attaquer de plus en plus de marchés. Et c'est surtout que notre stratégie aujourd'hui, on l'attaque par le digital. Avant, on attaquait un peu à l'ancienne retail, on trouve un franchisé, il va s'installer parce qu'il connaît, il installe 2-3 magasins, on le suit, on le pilote, on l'anime. On l'aide, ça reste très compliqué. Aujourd'hui, c'est les marketplaces, c'est le digital, c'est les sites. Et effectivement, il faut garantir une homogénéité dans ce qu'on va proposer comme service, dans ce qu'on va proposer comme produit et comme performance. Et c'est là, on discutait tout à l'heure de performance et d'acteurs CDN comme CenturyLink. C'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Ouvrir un site, je veux dire, on attaque la Russie. J'ai pas envie de me poser la question de savoir comment les photos de la même qualité doivent s'afficher. Donc c'est pour ça. J'ai pas de R&D moi sur les puissances réseau et c'est des acteurs comme CenturyLink qui peuvent effectivement assurer leur rôle de conseil exactement. et d'accompagnement. Je dois me concentrer pour est-ce que la façon dont on présente le site correspond à l'attitude culturelle des Russes, correspond à l'attitude culturelle des Asiatiques, et travailler sur de l'intelligence, quel supply je lui propose, quel mode de livraison je lui propose, quel mode de paiement je lui propose. Les problématiques de performance, en fait, c'est pas mon métier. D'où l'intérêt. Et donc voilà, donc nous, Pimki International, on ouvre de plus en plus, on travaille avec Lamoda en Russie, on démarre Zalora en Asie, on est sur Amazon, on est sur Azos au UK et ça fonctionne très bien. On attaque Zalando, Auto. Et dans tous ces pays-là, vous arrivez à délivrer le même niveau de performance ? Oui, parce que plateforme acteur mondial, des partenaires qui peuvent nous accompagner, et tout simplement parce que c'est pas mon métier de se dire bon, est-ce que je vais pouvoir attaquer l'est de la Chine, l'ouest de la Chine, comment je vais faire. Effectivement, pas 300 ingénieurs côte ouest, mais voilà, accompagner le métier dans son désir de travailler à l'international de plus en plus rapidement. D'accord. On a besoin, en tout cas sur des IT, nous on est quoi, 30-40 personnes à l'IT. J'ai pas la R&D qu'il faut et j'ai besoin d'acteurs de ce type pour pouvoir accompagner les métiers dans le développement de l'entreprise. Et accompagner le développement du business. François Colobert, un petit mot peut-être ou Paul, comme vous le souhaitez. Non, sur l'international, je ne vais rien rajouter de plus. La seule spécificité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir un compte bancaire dans les pays pour acheter sur l'application Groupon du pays, mais vous pouvez accéder à toutes les offres. J'ai fait le test à Tokyo, j'ai mon application, je peux regarder les restaurants, je ne parle pas japonais, mais au moins, comme je sais comment fonctionne mon appli, où est le bouton acheter, quelles sont les informations importantes, je m'y retrouve très bien. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, c'est d'être l'application comme un point central et d'avoir nos offres et l'expérience client qui soient exactement la même dans tous les pays. La logique derrière tout ça, c'est qu'en France, on va sourcer des offres. Je vous parlais de Guy Savoy, de la restauration étoilée. Diffusées à Paris ou en France,
ça peut être intéressant. Mais quand on parle à Guy Savoie d'être diffusé au Japon, en Allemagne, à Berlin, à New York, ça peut aussi l'intéresser. Et ça, c'est la vraie force de Groupon. Il faut que pour les clients, l'expérience soit la même et pour les partenaires, l'expérience soit la même et parfaitement garantie. Donc ça, c'est un des vrais sujets Groupon. Et c'est pour ça que l'application est vraiment centrale. C'est beaucoup plus léger et habile finalement qu'avoir des sites, d'avoir des structures. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est là où est le point de focus. Parfait, très très clair. François Collobert, peut-être pour finir sur le sujet. Oui, juste en deux mots, naturellement, une plateforme de CDN, de Content Delivery Network, est par définition internationale, puisqu'elle est multidistribuée, on dit massivement distribuée, avec plusieurs centaines de points de présence répartis dans des endroits stratégiques du réseau. Et en l'occurrence, la spécificité de CenturyLink, c'est d'avoir ces points de présence totalement intégrés au sein de nos 700 000 kilomètres de fibres répartis à travers le monde. Donc ça fait toute la différence. Et par exemple, les problématiques notamment des e-commerçants qui veulent adresser, par exemple, de France, les États-Unis, le Japon, souvent on se pose la question d'avoir plusieurs origines. On va mettre un point en France, ça va être le point principal, et puis des secondaires, avec l'utilisation d'un CDN comme le nôtre, en fait, on réduit potentiellement les investissements massifs et on les transforme plutôt en solutions plus souples et plus flexibles via le CDN. On n'a pas besoin de multiplier ce genre d'investissement. D'accord. Bah, écoutez, merci infiniment à tous les trois pour ce partage d'expérience. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup.